Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui et merci d'ailleurs pour cette super proposition, Julien. Donc, on va un petit peu parler aujourd'hui de marketing, de communication, un peu de faire croître un petit peu son audience. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il y a des formules magiques pour pour essayer de faire exploser son audience, mais il n'y en a pas vraiment. Mais le petit avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai testé beaucoup de choses et que j'ai pas des moyens mirobolants. Je sors pas de je ne suis pas dans un studio particulier, je n'ai pas de passé de journaliste, je n'ai pas un budget non plus incroyable. Et du coup, je pense que à peu près tout ce que j'ai fait est à peu près réutilisable. Donc j'espère que ça sera hyper concret, hyper pratique. Il y a sûrement des choses que vous aurez déjà entendues, j'imagine, mais on va aussi parler de petites méthodes un peu pirates, je dirais, ou peut-être un petit peu plus tirées par les cheveux. Euh, Notamment, notamment sur les choses qui marchent, hein. Je vais pas vous recommander des choses qui ne fonctionnent pas. On n'est pas là pour ça. Peut-être juste avant de commencer, rapidement, moi qui je suis, oui, je suis un marketeur pirate, éduqué à gros coups de Startup Nation. Alors je sais que ça va faire peut-être grincer des dents certains, mais je l'assume très bien. Il faut tout pour faire une belle communauté. Euh, Rapidement, moi j'ai déjà lancé 3 podcasts, dont le plus connu effectivement qui est le podcast Extraterrien, qui existe depuis 2 ans maintenant, qui interviewe des athlètes de haut niveau tous les mardis matin à 7h. Et donc qui va donner la parole vraiment à tout type d'individu dans le domaine du sport, à partir du moment où on va dire qu'il a un palmarès conséquent et intéressant. Et petite blague sur moi, on va voir si vous la comprendrez. J'adore les épinards, les malpolis, les fessés et le second degré. Euh, Peut-être aussi rapidement, pourquoi est-ce que je suis un tout petit peu crédible pour vous parler du sujet. Aujourd'hui, extraterrien, si vous voulez une petite photo, c'est plus de 700 reviews sur Apple. Quelques passages aussi en promotion sur Apple Podcast directement et plusieurs centaines de milliers d'écoutes. Bon, je ne vais pas te donner les chiffres exacts, d'autant plus que je considère que c'est pas forcément toujours hyper pertinent de citer des chiffres et du volume parce que le podcast, c'est un plaisir de niche. C'est un plaisir d'experts, de gens passionnés. Et parfois, des petites passions vont peut-être regrouper moins de gens. Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer d'aller essayer de toucher toute sa niche, ou en tout cas toute la communauté potentielle, plutôt que d'essayer voilà, de se comparer avec des gens qui ont des chiffres mirobolants. Euh, donc si on rentre un petit peu peut-être dans le vif du sujet, moi il y a 2 choses vraiment qui m'ont permis qui m'ont permis vraiment d'évoluer et en tout cas de faire grossir cette audience. La première chose, c'était vraiment de mesurer tout ce que je fais. Voilà, comme je vous l'ai dit, je viens du marketing et une des premières choses qu'on apprend en marketing, c'est d'avoir un esprit très analytique. Et ça veut dire être capable de mesurer toutes les actions qu'on fait. Donc dès qu'on lance une opération, en marketing ou pour communiquer sur son podcast, tout simplement, on va essayer de mesurer les résultats et on va essayer de comparer à l'effort qui a été mis. Donc ça, c'est un des conseils que je recommande notamment à beaucoup de podcasteurs qui se lancent et qui essayent un petit peu au début de tirer dans tous les sens et d'essayer de faire plein d'actions marketing différentes. C'est vraiment d'essayer de mesurer un petit peu leurs actions et de pas comment dire, voilà, faire des actions sans avoir trop de conscience du résultat que ça peut avoir. Et enfin, la deuxième chose qui est importante, c'est vraiment de se concentrer pour trouver des auditeurs là où il y en a. Et parfois, on a tendance à aller essayer de convaincre des gens qui pourraient être intéressés par son podcast, mais qui sont pas forcément des auditeurs. Et, et on verra un petit peu par la suite, peut-être un petit précepte marketing d'ailleurs que j'aime bien répéter, qui est: il est 10 fois plus dur de changer une habitude chez quelqu'un que de lui rajouter une habitude existante. En d'autres mots, si on déroule un petit peu ça et si on traduit ça en termes de podcasteurs, c'est qu'il est beaucoup plus facile de trouver des nouveaux auditeurs de podcasts parmi les gens qui écoutent déjà des podcasts.
Et parfois, on peut avoir un podcast sur une thématique, par exemple, le voyage, pour faire généraliste. Et on va se dire, bah tiens, tous les gens qui vont écouter, enfin, tous les gens qui vont être passionnés par le voyage vont être intéressés par mon podcast. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile d'essayer de convaincre quelqu'un qui écoute des podcasts, par exemple, de décoration ou de sport, et d'essayer de trouver des points communs avec le voyage et d'essayer de lui faire écouter un podcast en plus. Parce qu'en fait, le podcast, c'est une habitude qui est ancrée dans notre quotidien. Vous qui en créez, vous en écoutez probablement beaucoup. Et vous savez que vous avez vos petites routines, vos petits rituels autour de l'écoute du podcast. Et quand vous avez un nouveau podcast à écouter, eh ben, vous vous débrouillez un petit peu pour le rajouter dans votre routine. Et soit vous essayez de trouver des moments supplémentaires pour en écouter, soit vous allez simplement remplacer un des podcasts que vous aviez prévu d'écouter par un autre. Et ben, c'est un précepte qui marche aussi, qui marche, enfin, qui est valable vraiment dans tout le monde des médias et dans tout le monde du podcast. L'énorme avantage du podcast, c'est qu'il y a beaucoup de temps d'écoute, donc ça c'est une très bonne chose. Le désavantage, c'est qu'il y a peu de gens encore en France qui écoutent régulièrement des podcasts. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un média ou un médium assez euh, pas encore mainstream autant qu'on le voudrait, comme la radio ou la télé par exemple, ou même YouTube. Donc un des grands conseils qu'on peut se donner aussi, c'est d'aller vraiment chercher des auditeurs de podcasts parmi les gens qui écoutent déjà des podcasts. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'on a tous fait déjà l'expérience. En plus, si jamais il y en a encore qui me contredisent, enfin qui sont peut-être pas d'accord avec moi, je pense qu'on a tous dans notre entourage essayé de convaincre des gens que ça pourrait intéresser et qui au bout d'un an n'ont toujours pas pris le temps d'écouter le podcast, tout simplement parce qu'ils n'en écoutent pas du tout. Ça peut être ses parents, ses amis. On a tous des gens comme ça par qui on est un petit peu déçus, alors que bah, c'est beaucoup plus facile quand on rencontre quelqu'un qui écoute des podcasts déjà. Ah tiens, bah tiens, je vais écouter, je vais m'abonner, et ça va beaucoup plus vite. Et là, vous avez gagné potentiellement un auditeur. Donc on va voir un petit peu les petites méthodes pour aller chercher des gens qui écoutent déjà des podcasts un peu dans cette présentation. Mmh, Rapidement, comment est-ce que je me suis organisé? Alors, j'ai l'impression que sur le stream, on voit pas très bien, mais je vous décris ce que vous avez sous les yeux. En gros, c'est un fichier Excel qui s'appelle un backlog marketing, dans lequel, en fait, je vais noter, j'ai noté, en tout cas personnellement, toutes les expérimentations que j'ai fait pour essayer de faire grossir l'audience de mon podcast. Donc là, si je vous lis, voilà, il y avait proposer des échanges de reviews avec d'autres podcasteurs, faire une liste de blogueurs dans ma niche et essayer de leur envoyer un communiqué de presse, essayer de faire du mass follow sur Instagram, parler de la newsletter dans chaque épisode et envoyer un email automatique à chaque épisode, poster dans les groupes Facebook relatifs comment dire, au thème de mon épisode du jour. Voilà, en fait, dans ce backlog, pardon, dans ce fichier, j'ai tout simplement noté toutes mes idées. Et chacune de ces idées, sur la droite, en fait, je les ai notées sur plusieurs critères. Alors moi, mes critères, c'était l'impact, la confiance et la facilité. Et ensuite, je vais avoir une petite formule mathématique qui va leur donner un score global. Et tout simplement, en fait, les idées qui vont avoir eu le meilleur score, bah, tout simplement, ça va être les idées sur lesquelles je pense avoir le plus d'impact, le plus de confiance et le plus de facilité à les mettre en place. Euh, et du coup, tout simplement, bah, moi, ça m'a permis de m'organiser et de me dire bah, quelles sont les expérimentations, quels sont les tests que je vais essayer de réaliser en premier. Et ça, bah, ça change pour tout le monde. Donc moi, je pourrais vous partager mon backlog de toutes les expériences que j'ai fait. Mais il y a aussi une part d'intuition, il y a aussi une part de créativité que vous pouvez avoir. Donc moi, je vous recommande vraiment d'essayer d'avoir un petit plan d'action par rapport à ça et de vous dire, OK, bah, quels sont les tests que j'ai envie de faire. Et dans un deuxième fichier Excel, en fait, tout simplement, enfin dans une feuille qui est juste à côté, je vais rattacher en fait chacune des expériences que j'ai fait aux performances qu'elles ont réalisées. Et comment est-ce que j'ai mesuré les performances? Alors forcément, j'ai suivi les nombres d'écoutes, hein, bien évidemment, mais j'ai surtout utilisé un outil qui est très pratique, qui s'appelle Bitly. J'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, et qui permet en fait de tout traquer, de traquer en fait tous les clics, enfin tous les liens que vous générez. Et du coup, vous pouvez tout de suite voir en fait quels sont les posts, quelles sont les expérimentations, quelles sont les petites campagnes, les petits tests que vous faites qui vont vraiment marcher. Et ça va tout de suite vous donner un ordre de grandeur de résultats,
tout simplement et de l'impact de ce que vous êtes en train de faire. Et donc là, moi, ça a été super pratique parce que dès que, par exemple, j'avais une idée, je prenais le lien, je le traquais, j'allais peut-être le poster à droite à gauche par rapport à mon idée. Et tout simplement, j'allais mesurer en fait derrière moi pour voir est-ce que les gens ont cliqué sur le lien, est-ce que du coup derrière ça a généré des écoutes réelles ou pas. Donc ça c'est un super moyen en fait vraiment d'avoir du feedback et d'avoir vraiment un retour et pour voir si ce que vous faites est en train de marcher. Tac. Peut-être juste avant de commencer, je voulais aussi, pour que ça soit bien ancré, casser quelques idées reçues de tests que moi j'avais pu faire qui n'ont selon moi absolument aucune utilité. Alors peut-être dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Mais il y a beaucoup un peu d'idées reçues ou de mythes autour des, on va dire, de certains critères sur Apple, notamment quant à l'impact que ça peut avoir sur les écoutes. Moi, les deux gros que je vois en tout cas sur Apple, c'est d'une, le nombre de reviews et de deux, les classements. Moi, j'ai vu aucun impact réel et direct entre le fait d'avoir fait des campagnes pour avoir énormément de reviews et des campagnes pour essayer de faire augmenter mon classement. Ça n'a eu absolument aucun impact sur mes écoutes. Mais littéralement. Alors, pour les classements, ça s'explique de manière assez logique. C'est que personne ne va voir les classements sur Apple Review. Enfin, je ne sais pas si vous allez les voir, peut-être pour aller voir où en est votre podcast, mais très très peu d'auditeurs de podcast vont aller regarder dans les catégories, regarder les classements, voir ce qui remonte en premier. Donc ça va pas générer des nouvelles écoutes d'être dans les premiers du classement. Et moi, j'ai fait quelques expériences par rapport à ça, parce que j'ai été euh, dans le top 3 pendant plusieurs jours sur Apple Podcast et j'ai pas eu une seule écoute en plus. Enfin, j'ai pas vu d'incidence directe sur le volume d'écoute que ça a généré. Et de deux, les étoiles. On en fait un énorme mythe. On demande au début de toutes nos intros de mettre des étoiles, des reviews. Peut-être que ça aide un petit peu sur certains points. Moi, je serais très curieux de savoir où est-ce que concrètement ça peut aider. Mais en tout cas, ça n'aide pas spécialement à monter dans les classements non plus. Parce que les classements sont calculés sur les nombres d'abonnés sur les nombres de nouveaux abonnés que vous générez, pardon. Euh, les grosses bannières qu'on peut voir sur iTunes ou Apple Podcast, elles sont pas liées du tout aux étoiles, elles sont liées tout simplement au content management de l'application qui choisit elle-même les podcasts qu'ils ont envie de mettre en avant. Je regarde un petit peu dans le chat pour voir s'il y a des questions par rapport au classement. Oui, effectivement. Alors, bien dit, Loiseman. Effectivement, les classements, ça sert à rien, sauf à une chose, c'est peut-être aller faire déjà à booster l'ego. Ça fait toujours plaisir d'être dans les premiers, ça c'est clair. Et puis ça remonte le moral parce que des fois dans le podcast, on peut avoir le moral dans les chaussettes. Et aussi, ça permet aussi, c'est un très bon moyen pour communiquer, notamment de pouvoir être capable d'en faire des captures d'écran et notamment de le mettre dans ses présentations, de le mettre dans ses communiqués de presse, de le mettre dans ses présentations pour aller chercher du sponsoring, par exemple. C'est une très très bonne idée et c'est aussi, voilà, ça permet de faire des petits posts un peu de triomphe et de joie pour partager à sa communauté. Ça, c'est toujours effectivement du contenu facile et là, effectivement, ça marche toujours très bien. En plus, que ça soit sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram, les gens ont toujours envie de vous féliciter sur une belle réussite comme celle d'un bon classement sur Apple. Mais sinon, vraiment, sur le volume d'écoute, aucun impact. Ensuite, c'est un peu les groupes de podcasteurs. On en connaît tous, hein. Bien sûr, il y a celui de Podcastéo sur lequel on peut partager nos épisodes le jeudi. Il y en a quelques-uns, il y a quelques autres groupes. Il y a aussi des Discord, des Slack qui existent. Pour avoir pas mal partagé sur ces groupes-là, avec des liens justement traqués, ça génère absolument quasiment aucun clic, tout simplement parce que tout le monde partage. Du coup, c'est un fouillis, je pense, assez gros dessus. Et hormis peut-être
hormis certains coups de chance ou certains, des fois, amitiés qui peuvent se créer aussi sur ce type de réseau, bah, ça génère vraiment pas grand-chose. Donc franchement, ça, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, d'essayer d'y consacrer de l'énergie, de partager à chaque fois ces épisodes dans ces groupes-là. En plus, bon, on est tous d'accord pour dire que les groupes d'entraide, enfin, sont toujours un peu plus sympas quand il y a pas, toujours de l'autopromotion qui vient un peu se mélanger dedans et que c'est que de l'entraide, c'est toujours plus agréable à lire. Donc franchement, je vous recommande pas spécialement, de perdre du temps avec ça. On va commencer tout de suite avec, du coup, qu'est-ce qui marche? Le premier, c'est le Graal. Moi, sur toutes les expériences que j'ai pu faire, je vous le cache pas, je pense que vous le savez tous, c'est vraiment cette fameuse bannière sur iTunes. Pour ceux qui voient pas très bien, ce qu'elle c'est quand vous ouvrez iTunes, alors, ah zut, j'ai pas fait de screenshot, mais j'imagine que vous voyez tous, à peu près, de quoi il s'agit. C'est quand on arrive sur iTunes, voilà, il y a des grosses bannières recommandées. Vous les avez aussi sur l'application Apple Podcast. Aujourd'hui, Apple Podcast, ça dépend des podcasteurs, mais c'est entre 45 et 65% des écoutes à elle toute seule pour un podcasteur. Donc c'est beaucoup. Alors je sais pas si vous, ça correspond à vos chiffres, mais généralement, voilà, c'est toujours aux alentours de 50% sur une seule et même application, ce qui est énorme en termes de part de marché. Donc, comme je vous le disais, sur Apple Podcast, c'est sûr, il y a déjà beaucoup d'auditeurs de podcasts, des gens qui ont l'habitude d'écouter, des gens qui aiment découvrir. Donc forcément, ça marche super bien. Euh, Juste avant de vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir comment est-ce qu'on peut obtenir cette fameuse bannière, déjà, si vous l'obtenez, moi je vous le cache pas, je l'ai eu une fois, deux fois, et une deuxième fois j'étais dans les podcasts recommandés, qui est la catégorie qui est juste en dessous. Et j'ai pas eu du tout les résultats escomptés. On peut voir certains podcasteurs un peu avec beaucoup de notoriété qui disent oui, moi je suis passé à 10 000 écoutes par jour et qui déclarent un peu des chiffres mirobolants. Moi, ça n'a pas du tout été ça. Ça m'a peut-être généré, allez, on va dire entre plus 500 et plus 1000 écoutes par jour comparé à ce que j'avais déjà. Donc c'était beaucoup c'est sur une petite période donnée. Hein, sur les grosses bannières, c'est affiché pendant 2 jours d'affilée, je crois. Euh, pour les encarts des podcasts recommandés, je crois que pareil, c'est 2 jours. Ça reste pendant 2 jours dans le top, et puis après, on est déclassé. Donc c'est vraiment pendant 2 jours, il faut enfin, c'est très court, c'est un gros pic. Après, effectivement, il y a un effet qui est durable et qui dure dans le temps. Et moi, ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Déjà, je pense que ma bannière était pas bien du tout. Elle était vraiment loupée. Déjà, elle était pas très belle visuellement, elle était pas bien hiérarchisée. Donc c'est vraiment un des conseils que moi je recommande, c'est d'avoir vraiment un visuel qui soit vraiment magnifique. Le deuxième problème que j'avais sur cette bannière-là, c'était notamment qu'elle respectait pas trop les codes des autres bannières. Donc si jamais vous avez l'opportunité d'avoir justement cette promotion Apple, regardez un petit peu les codes des bannières un peu qui se font, regardez un petit peu ce qui se fait. Ce qui marche bien, c'est les visages de personnes. Et une autre chose qui marche très bien, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit clairement indiquée sur le podcast. Par exemple, si on prend mon exemple personnel, désolé de ramener ça à moi, mais j'ai pas forcément de comparaison et j'ai pas eu beaucoup de discussions sur le sujet avec d'autres podcasteurs. Mais le peu que j'en ai eu, c'est que euh, mon podcast, on comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Quand je dis le mot extraterrien et que je mets des petites planètes et on peut penser que c'est du sport parce que voilà, il y a quelques petits logos qui rappellent de sport, mais le nom évoque pas spécialement du sport. Du coup, en fait, les gens avaient pas spécialement envie de cliquer parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient trouver dans le podcast. Euh, donc moi, je vous recommande typiquement, c'est d'ajouter peut-être une petite tagline. Le podcast, si on revient à l'exemple du voyage, ça pourrait être ouais, le podcast des voyageurs qui adorent l'Amérique du Sud, j'en sais rien, ou qui adorent voyager en sac à dos. Mais d'avoir une proposition de valeur qui soit clairement identifiée, comme ça les gens qui pourraient être intéressés vont tout de suite savoir ce qu'ils vont y trouver à l'intérieur.
Donc vraiment la bannière ultra important si jamais vous avez l'occasion de si jamais vous avez l'occasion d'avoir cette promotion Apple. Je regarde un tout petit peu les questions dans le chat en même temps. Des petites blagues sur effectivement qui regardent iTunes. Et effectivement, il y a peu de gens qui regardent iTunes. Voilà. Tac, tac, tac. Il y a une petite question avant sur à quel point je personnalise les liens. Non, généralement, en fait, je vais faire des tests moi avec différentes applications, par exemple. Donc, je vais faire un lien pour Apple, un lien pour mon hébergeur, un lien vers Spotify, par exemple, un lien vers YouTube, et je vais tester un petit peu à droite à gauche. Et après, l'avantage de Bitly, c'est que ça te dit exactement où ton lien a été cliqué. Donc, tu n'as pas forcément l'exact post qui a bien marché, ça c'est sûr, mais tu sais au moins, par exemple, le réseau social, la plateforme, ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tac, je descends, j'avance un petit peu. Et apparemment, hop, pas d'autres questions, mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas, je vais regarder un petit peu plus rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette fameuse promotion Apple? Écoutez, moi j'ai un peu tapé dans tous les sens et je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé tous les employés qui bossaient chez Apple. J'ai fait une petite recherche par domaine avec le mot podcast et je suis tombé sur quelques profils et j'ai envoyé un petit message un petit peu sympa. Alors peut-être que vous pouvez pas le lire, mais là c'était du coup un message qui était envoyé à Steve Wilson qui était Hi Steve, sorry to annoy you. I will be very quick. I am a native sport podcaster in France. The name is Extraterrien. Who is the best person to contact to propose my podcast to be featured on the application? I offer you 2 weeks of holidays in my flat in Paris, and I will be your best guide if you answer me. Cheers. Et ce cher Steve, il m'a donné cette petite URL que vous pouvez voir juste ici, je vais vous la partager dans le chat comme ça. Tout le monde l'aura, ça sera magnifique. Et là, du coup, c'est le formulaire Airtable qui est envoyé tout simplement directement au service de... hop, est-ce que je peux l'envoyer? Ah, magnifique. Je sais pas si vous le recevez. Chat réservé aux followers. Ah bah oui, il faut que je suive Podcastéo. C'est bon. Tac. Et hop, ça part dans le chat, comme ça tout le monde l'a. Et du coup, là, vous avez accès à ce petit formulaire-là. Donc, n'importe qui peut y avoir accès et n'importe qui peut poster dedans. La réalité, c'est que, effectivement, il faut faire beaucoup de forcing. C'est-à-dire qu'il faut peut-être tous les mois reproposer son podcast avec une tagline un peu différente, une description un peu différente, une proposition de valeur un peu différente. Essayer de trouver aussi un intérêt par rapport à la saisonnalité. C'est un peu comme les journalistes. Ils veulent avoir un calendrier éditorial qui corresponde un petit peu aux saisons. Donc là, si on prend le cadre du voyage, par exemple, ça peut être ça peut être une très bonne approche, par exemple, de dire où est-ce qu'il est intéressant de voyager cet été avec les nouvelles règles sanitaires, enfin j'en sais rien, mais essayer de proposer quelque chose qui est par rapport à la saisonnalité. Donc si vous êtes un podcast par exemple sur l'amour, essayez de poster peut-être un mois et demi avant la Saint-Valentin, ce genre de choses, et essayer de trouver un angle qui soit différent. J'avais trouvé le nom directement de la personne qui s'occupait directement de ça. J'ai pas réussi à le retrouver dans mes messages LinkedIn, mais il est très facile à retrouver. Il suffit de taper quelque chose comme Apple Podcast éditorial sur LinkedIn et vous avez cette personne. Vous pouvez même vous connecter directement et vous verrez toutes les plus grosses régies et tous les plus gros podcasteurs sont connectés à cet homme. Je peux vous retrouver le nom si vous voulez à la fin de l'épisode. Et puis oui, ça vaut toujours le coup de le contacter et d'essayer de faire une approche en direct. La réalité, c'est que cette personne qui a la direction éditoriale, elle voit tous les mois les grosses régies pub, les gros studios de publicitaires, et c'est eux qui passent en priorité. Donc si
vous travaillez avec une régie, vous pouvez leur demander de le faire parce qu'ils les voient. Si vous travaillez avec un studio ou si vous avez des bons contacts dans un studio, vous pouvez toujours leur demander parce que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de chances si vous passez par eux parce que forcément, eux, ils ont ce rendez-vous planifié très régulier avec eux. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile et que je verrai tous vos podcasts dans les bannières Apple d'ici peu de temps. Deuxième un peu gros credo. Alors moi personnellement, je l'ai pas craqué, mais c'est vrai que beaucoup de podcasteurs en parlent. C'est la presse. Là aussi, il faut se faire un petit peu, il faut se faire un petit peu violence. Il faut pas hésiter à relancer. Il faut pas hésiter à être un petit peu insistant. Moi, ce que j'ai fait une méthode un petit peu différente. C'était que je voulais pas faire forcément la méthode des communiqués de presse un petit peu classique de présentation de podcast. Ça marche. Ça marche une fois en fait. Donc faut tester de le faire. Voilà, voici la sortie de tel podcast ou voici les 1 an de tel podcast et d'essayer d'aller chercher voilà des topitos. Si vous faites un communiqué de presse qui est tourné sur votre podcast uniquement et sur voilà qu'est-ce qu'il est, bah ça intéresse pas vraiment les journalistes. Ça peut les intéresser pour des topitos, par exemple, avant l'été. Il y a beaucoup d'articles qui sortent avant l'été, par exemple, en ce moment, sur les podcasts à écouter sur la plage, ce genre de choses. Et du coup, là, ça peut valoir le coup, justement, pour aller contacter, en fait, tous les journalistes qui écrivent ce type de topito et leur envoyer en fait votre podcast. Bon, ils sont aussi très sollicités, donc il faut essayer de trouver un angle différenciant. Ce qui marche mieux, c'est d'essayer de trouver un sujet d'actualité et d'essayer de rebondir dessus. Moi, typiquement, là, qui a marché bien, c'était la première fois qu'il y allait avoir une femme porte-drapeau aux Jeux Olympiques. Enfin, non, je me suis mal exprimé. C'est la première fois que c'était un duo homme-femme qui est porte-drapeau aux Jeux Olympiques, donc pour la cérémonie d'ouverture. Et j'ai eu la chance d'interviewer deux femmes qui étaient du coup candidates à ce poste. Et du coup, ça faisait un petit peu de presse. Enfin, il y avait un petit peu de presse sur le sujet dans la presse sportive, notamment sur le sujet de l'égalité homme-femme. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit communiqué de presse par rapport à ça, et ça m'a permis d'avoir 1 ou 2 articles. Mais ce que j'ai fait et ce qui marche au mieux pour moi, c'est que j'ai essayé de créer une relation avec une dizaine de journalistes en disant bah voilà ce que je fais et je leur ai fait écouter. Et j'ai essayé vraiment d'être sympa. Je les ai approchés comme si c'était des pairs qui pouvaient me conseiller en fait. Et leur dire voilà, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Est-ce que tu pourrais écouter juste 10 minutes, me faire un feedback? Est-ce que les questions que je pose sont bonnes? Est-ce que ma voix est bien posée? Est-ce que je pourrais m'améliorer? Euh, Est-ce qu'il y a des athlètes que tu me recommandes d'aller interviewer par exemple? Et du coup, je les ai pris un peu comme des mentors en fait. C'était beaucoup plus facile de les approcher de cette manière-là. Et du coup, j'essaie d'avoir une relation un peu de respect avec eux, où j'écoute leurs conseils et tout. Et au bout de on va dire, plusieurs messages d'échange et de conseils de leur part, je leur ai dit, est-ce que ça peut t'intéresser que je te mette dans un petit fichier, une petite liste mail, vous êtes une dizaine, et toutes les semaines, je vous envoie en fait 5 bullet points avec mon nouveau podcast, le lien pour l'écouter, et voilà les 5 bullet points qui résument un petit peu l'épisode. Et puis voilà, si ça te donne envie d'écouter, tu peux, et puis si jamais tu as des questions, t'hésites pas, tu reviens. Et ça a plutôt bien marché, et du coup là aujourd'hui j'ai une petite liste avec quelques journalistes à qui j'envoie un petit email très court, vraiment quelques lignes à chaque fois que je sors un petit épisode. Et ça marche bien. Ça marche bien. En tout cas, j'ai des réponses de leur part en disant je vais le transmettre à quelqu'un, ou j'en parle à la direction, ou dis donc, marrant. Voilà, ils essayent de faire un petit peu des passerelles avec eux, leurs travaux. Et ils me font des recommandations, et du coup il y a une espèce de relation qui se crée, et ça marche plutôt bien. Donc c'est un peu les 2 conseils que je peux recommander. C'est déjà d'avoir une approche un peu humble, euh, de pas aller comme font 90% des gens, c'est coucou, regarde mon podcast, il existe, il est super bien, regarde-le, est-ce que tu peux en parler? C'est ce que font 90% des gens, mais plutôt d'aller voir les journalistes en leur disant voilà, on fait un petit peu le même métier, on a probablement la même passion, mais toi par contre tu as un diplôme, toi tu as 10 ans d'expérience, moi je connais rien, est-ce que tu peux m'aider à progresser? Est-ce que tu auras un petit peu de temps? Vraiment, ça m'intéresse d'avoir un mentor, et là vous verrez que vous aurez des bien meilleurs résultats.
et notamment dans le but de créer un peu une relation. Et moi, j'ai eu vraiment des top journalistes qui sont de notoriété vraiment, vraiment importante, qui m'ont répondu et qui ont pris le temps d'écouter avec cette approche-là et qui m'ont fait même des feedbacks par rapport à mon travail. Donc, c'est toujours bon à prendre. Euh, voilà un petit peu sur le sujet. Je sais, enfin, j'imagine que vous devez avoir aussi tous beaucoup de retour d'expérience sur le sujet. Je suis pas forcément un expert, mais voilà un peu ce qu'il en est. J'ai une petite question de Loiseman, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, je suis désolé. Est-ce que tu as tenté la même chose avec Spotify ou Deezer? Ouais, j'ai tenté avec Amazon, parce que Amazon, ça sortait il y a pas longtemps. Euh, le Ça rapporte pas beaucoup d'écoute. J'ai eu Deezer aussi pendant un moment, mais ça m'a rien rapporté du tout. Donc je te le recommande pas spécialement. C'était vraiment très peu. Bon après voilà, c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu de communauté en plus. Et Spotify, j'étais dans leurs recommandations, des fois dans leur story Insta. Je crois que c'était les podcasts sur le sport d'hiver ou quelque chose comme ça. Et ça marchait plutôt bien. Leurs réseaux sociaux, de temps en temps, ils font des petits hôpitaux qui sont intéressants. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai pas été sur l'app, donc je pourrais pas te répondre. Euh, il y a des petites réponses, ouais, des petits feedbacks. On a beaucoup tenté. Pour la presse, j'ai tenté plusieurs fois, ça n'a jamais fonctionné. Euh, et bah, il faut insister, hein. Les journalistes, c'est des princesses. Enfin, désolé, hein. Non, je devrais pas dire ça, mais certains journalistes sont très demandés, voilà, sont très 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 demandés, très sollicités, et bah forcément ils doivent faire un choix pour savoir de qui ils parlent et comment est-ce qu'ils sélectionnent. Donc il faut pas hésiter à ruser un peu, avoir une approche un peu différente. Et encore une fois, tout le monde a une approche un peu coucou, venez de parler de moi et n'essaye pas de leur apporter de la valeur. Et typiquement, avec mon approche de leur envoyer les cinq points clés pour chaque épisode, et ben en fait, derrière, en fait, s'ils ont envie ça leur prémâche un peu le travail. Et derrière, s'ils ont envie de faire un article uniquement sur l'épisode, et ben, ils peuvent fortement s'en inspirer. Euh, et il faut savoir aussi que ça peut être intéressant. Euh, qui vous utilise comme source de travail. C'est-à-dire, euh, si vous voyez un journaliste qui parle souvent de ça, et que vous avez, enfin, qui parle souvent d'un sujet, par exemple, et que vous le traitez, ça peut être hyper intéressant si dans votre podcast vous citez des sources ou si vous interviewez de quelqu'un de célèbre, de lui envoyer, de lui dire, bah voilà, dans les prochains articles que tu écoutes, bah, si tu veux, tu pourras citer cette personne. Et puis, je pense que les informations t'intéresseront et je pense qu'il y a des données intéressantes que tu trouveras pas ailleurs, par exemple. Et c'est vraiment de leur prémâcher le travail. On enchaîne avec une troisième petite méthode. Là, on rentre un petit peu dans des choses un petit peu plus pirates. Euh, euh, qui ont vachement bien marché pour moi, ça a été le SEO. Ça a été peut-être un petit hack qui a bien marché. Le SEO, tout le monde en parle, mais très peu de gens savent en faire. Il s'avère que moi, ça a été mon domaine d'expertise pendant quelques années. Du coup, je connais bien. Et ce que je peux vous dire, c'est que alors, il y a plusieurs manières d'interpréter un petit peu le SEO, mais la majeure partie des gens, en tout cas dans l'écosystème du podcast, quand on vous parle de SEO, l'idée c'est que pour chaque épisode que vous faites, vous écrivez un petit résumé, vous le publiez sur votre blog, et avec le temps, ben, vous aurez de plus en plus d'articles de blog qui vont se publier, et du coup vous allez terminer par ranker. Déjà, alors, effectivement, c'est bien, c'est une stratégie qui est intéressante. Le premier point faible, c'est que d'une, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est que le SEO, eh ben, en fait, il faut que les articles que vous écrivez correspondent à des réelles recherches qu'écrivent les gens. Il faut que ça soit concret. Donc, par exemple, imaginons, vous êtes allé interviewer Michel, qui est passionné de voyage en Amazonie, et que le nom de votre épisode, c'est Michel voyageur en Amazonie avec son sac à dos jaune. Bah, ça, c'est le titre de votre article, c'est le titre de votre podcast. Personne ne va taper ça dans Google. Personne. Donc, votre article, il remontera jamais, il remontera sur aucune requête qui vont être saisies dans Google. Donc, le SEO, ça peut être hyper intéressant si vous avez un podcast un peu technique,
qui abordent un peu des sujets de type how to, comment faire ceci, comment faire cela, où vous faites vraiment des espèces de tutoriels. Ça peut être très intéressant. Euh, une deuxième chose qui peut être intéressante, c'est que si jamais vous interviewez des personnalités qui sont connues et que vous essayez de ranker sur les mots-clés qui sont le nom, prénom de cette personne plus le mot-clé interview, par exemple, là, ça peut valoir le coup. Euh, mais sinon, dans la majeure partie des cas, ça va être très très compliqué, notamment sur tous les podcasts, soit les podcasts un peu qui vont raconter des histoires, sur beaucoup de podcasts d'interviews d'inconnus, sur des thématiques peut-être un peu plus culturelles, par exemple, ou des thématiques sur lesquelles il y a beaucoup de concurrence. Ça va être très 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 compliqué. Donc moi, je le recommande pas spécialement. En revanche, et c'est là que ça va commencer à être intéressant, on a tous une thématique ou une catégorie pour son podcast. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est le sport. Et si vous allez sur les outils un petit peu de recherche Google, typiquement, il y a Neil Patel, il y a Keyword Research, enfin bref, il y en a plein. Si vous voulez regarder, c'est les Keyword Research Tools, par exemple. Euh, et ben, vous pouvez rendre compte que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont taper dans Google podcast voyage, podcast sport, podcast cuisine, podcast, je sais pas, podcast marketing. Des thèmes comme ça, il y en a plein. Et les gens vont énormément le taper. Et qu'est-ce qui ressort? Généralement, ce sont des topitos. Des topitos avec des listes avec les 10 meilleurs articles, enfin les 10 meilleurs podcasts sur le sport, les 10 meilleurs podcasts sur le marketing, etc. etc. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé podcast sport dans Google. J'ai pris les 20 premiers articles, donc les deux premières pages de Google, et j'ai contacté un à un les blogueurs qui remontaient. Et je leur ai dit, bah, salut, j'aime beaucoup ton article, il est super sympa. Moi, je viens de sortir un podcast qui s'appelle Extraterrien. Il est vraiment différenciant de ce que tu as proposé dans ton article. Euh, est-ce que tu pourrais inclure le mien? Parce que je pense que ça intéresserait ton audience. Et en plus, bah voilà, si tu veux, tu peux regarder mon classement dans Apple, il est plutôt bien. Du coup, je suis crédible. Et si tu veux, je t'ai déjà écrit le texte et tu peux t'en inspirer. Comme ça, t'as rien à faire. Et ben, en faisant ça, et ben là, peut-être que vous voyez pas, mais là, j'ai fait un petit screenshot, en fait, avec les 10 premiers résultats de Google sur Podcast Sport. Et bah, du coup, je suis présent dans 6 articles. Donc vous pouvez le faire le test vous-même de votre côté. Et pour ça, c'était assez simple. Il suffisait de les contacter et de leur demander. Et généralement, j'essayais de leur proposer quelque chose en échange. Donc ça peut être soit un lien depuis mon site vers le leur, ça peut être je sais pas, le partage de leur article via vos réseaux sociaux, dans votre newsletter. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses à proposer en échange. Essayez de pas d'avoir une stratégie juste je prends, essayez d'être donnant-donnant, gagnant-gagnant, et vous verrez que ça marche bien. Je vous cache pas aussi que j'ai même proposé à certains auteurs de les rémunérer. Et voilà, pour quelques dizaines d'euros, il y en a certains qui vont être dans les premiers sur Google, qui vont clairement accepter et qui vont vous dire bah ouais, j'accepte de vous mettre. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc dépenser peut-être 20-30 € pour être présent dans un article qui est premier sur Google, qui va être tapé plusieurs centaines de fois par mois, et être présent dans ce classement-là, notamment si vous êtes présent dans les premiers, ça marche encore mieux. Bah là, c'est un vrai impact. Donc ça marche super bien. Et vraiment, ça a vraiment des gros résultats. Euh, euh, tatatin. Je regarde un petit peu vos questions. Il y a une question sur définir le SEO. Exactement, le SEO, c'est optimiser son contenu pour qu'il arrive tout en haut de Google. Voilà, SEO, c'est toutes les techniques qui permettent d'arriver dans les premiers résultats de Google. Donc ça, je vous recommande vraiment de le faire. Ça marche très bien, ça coûte pas cher, ça a un réel impact. Et c'est un deuxième impact, c'est que bah, déjà quand on regarde effectivement, comme je vous disais, les outils de recherche de mots-clés, là peut-être que c'est trop petit de votre côté, j'en suis désolé, mais Podcast Sport, c'est tapé en moyenne en France 390 fois par mois. Donc si vous dites que si vous arrivez à être dans le premier article et que vous êtes numéro 1 de cet article, bah, ça veut dire que quasiment ces 390 personnes vont vu.
Si elles se transforment en auditeurs et elles se transforment toutes en auditeurs, bah, ça vous fait, 390 écoutes en plus par mois et si en plus c'est des abonnés et que vous avez, plusieurs dizaines d'épisodes et ben, vous multipliez, ce volume de recherche fois le nombre de mois, fois le nombre d'épisodes que vous faites, ça peut avoir un énorme effet de levier comme, vous l'avez compris. Hem Du coup, je vous le recommande et ça, vous pouvez le faire avec, toutes vos thématiques. Donc ça marche très bien et un 2e effet de levier pour ceux qui ont dit: «Oui, les journalistes et la presse, ça marche pas». Et ben, sachez que les journalistes, ils sont comme tout le monde. Quand ils recherchent, quand ils ont envie d'écrire un article sur les podcasts, sur les vacances ou sur le voyage et ben, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont dans Google et ils tapent podcast voyage et ils regardent ce qui ressort et ils vont prendre les 3-4 podcasts qui ressortent dans tous les articles et ils vont dire: «Ah bah tiens, ceux-là, ils remontent tout le temps, ça veut dire qu'ils doivent être vraiment bien» et du coup, ils vous citent dans leurs articles. Du coup, il y a un double effet qui se coule, c'est que, bah, potentiellement, ça vous permet d'obtenir de la presse, hem, qui peut être intéressante et ça peut aussi, enfin ça augmente, fortement votre découvrabilité et c'est assez intéressant. Si vous avez des questions sur le SEO, je regarde. Hem Il y a une question de Fauchevent. Moi, j'utilise neilpatel.com, je te l'envoie. Mais il y en a plein, voilà, c'est les outils, tu peux taper dans, tiens, tu vas taper dans Google, je te le mets dans le chat. Google, keyword research tool et là, tu vas avoir plein d'outils. Il y en a qui sont gratuits. Un autre que j'utilise, s'appelle Insight Yuda, je crois, hein. Ouais, exactement. Souvent, il suffit de créer un compte et généralement, vous avez, plusieurs, petits tests qui sont gratuits par jour, moins 3 ou 4 donc ça peut vous permettre de commencer à faire joujou et de vous faire, un petit peu une idée. Je fais une petite pause, je bois un verre d'eau, j'ai la bouche un peu sèche, vous connaissez ça, j'imagine. Ah, ça va mieux. S'il y a pas d'autres questions sur le SEO, j'enchaîne avec la prochaine, enfin le prochain gros levier de croissance qu'il y a eu pour moi et notamment parce que je l'ai traqué, c'était les groupes Facebook. Et oui, ce réseau social de plus en plus délaissé, qu'on utilise de moins en moins tous. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens l'utilisent beaucoup moins. Seulement, il y a une fonctionnalité qui est vraiment géniale, c'est les groupes, et il y en a énormément et il y en a vraiment sur toutes les thématiques et c'est très simple, il suffit d'aller dans la barre de recherche, de taper votre catégorie ou taper, des mots-clés et ensuite sur la gauche, vous pouvez sélectionner le mot «groupe» et du coup, vous aurez tous les groupes qui contiennent dans le titre, le nom de votre catégorie. Donc là, pareil, vous pouvez être un peu créatif. Donc, par exemple, imaginons si vous avez voyage, vous pouvez essayer de rechercher le mot backpack, vous pouvez essayer de chercher, je sais pas, nomade digital, essayer, je sais pas, randonneur, voilà, on peut en essayer plein et d'essayer de trouver des groupes Facebook et vraiment les groupes Facebook, ça marche bien. Moi, je me casse pas la tête, je crée mon lien traqué, je le prends, je mets une petite phrase, voilà, j'essaye de faire une petite phrase, un petit peu de teasing et je le poste et généralement ça marche très, très bien. Si jamais il arrive que sur des groupes Facebook, il y ait besoin, en fait, d'avoir une validation de la part du comment dire? De la part de l'administrateur, moi, ça m'arrive aussi d'écrire un petit message à l'administrateur en lui présentant mon podcast, en lui disant que je publiais un épisode sur son groupe et généralement ça se passe très bien, ils acceptent toujours et bah, comme vous pouvez le voir, bah, voilà, il y a des gens qui likent, il y a des interactions, hem et moi, ça m'a permis sur certains, podcasts, avec certains groupes de communautés super engagés, d'atteindre parfois jusqu'à 300 clics sur un post, ce qui est assez sympa. Hem Est-ce qu'il y a vraiment un réel impact? Alors moi, je vous avoue, que j'ai un biais personnel par rapport à ça, c'est que j'interviewe des athlètes de haut niveau, dans différents sports. Donc pour chaque sportif et pour chaque sport que j'interviewe, j'ai des nouveaux groupes Facebook. Donc en fait, j'ai presque une source, intarissable en fait. Tant qu'il y a des nouveaux enfin, dès que je vais interviewer des nouveaux sports en fait, dès que j'explore des nouveaux sports, j'ai, des nouveaux potentiels relais de croissance.
Donc, mais ça reste un relais de croissance que vous pouvez utiliser et qui marche très très bien. Je sais que dans tous les podcasts business, il y a des groupes Facebook qui sont ultra engagés, qui marchent très bien et dans lesquels il y a plein de podcasts business qui sont lancés. Moi, sur le sport, ça a super bien fonctionné. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie. Peut-être dites-moi dans le chat si vous avez déjà utilisé. euh, si vous avez déjà, si vous avez déjà utilisé cette technique-là, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment vraiment un beau relais de croissance et ça m'a permis vraiment de vraiment d'aller chercher beaucoup d'auditeurs et ça, c'est directement traquable, donc c'est hyper intéressant. Je voulais vous faire un petit test en live, mais je crois que je vais faire sauter toute la technique, donc je vais pas le faire, mais mais, euh, mais en vrai, ça marche super bien. Là, il y a Loiseman qui dit: J'avoue avoir la flemme. Franchement, tu fais une petite phrase de teasing, tu mets ton lien, tu t'en recherches 2-3. Ça, franchement, ça prend 3 minutes. En vrai, je comprends, hein, on fait déjà beaucoup de trucs, mais tu vois, typiquement, faire des visuels pour sa propre communauté de gens qui nous connaissent déjà, ça prend aussi, par exemple, beaucoup de temps de faire les petites citations, les petits trucs, faire ces petites posts Facebook, mais c'est pas de la découvrabilité, c'est pour ta communauté actuelle, mais c'est pas forcément pour faire grossir ton audience. Donc moi, je mets autant d'efforts en fait pour ma communauté existante que pour essayer de la faire grossir. Typiquement, voilà, poster sur Instagram, c'est uniquement vos followers qui voient et ça va pas faire découvrir à d'autres gens. Donc, c'est pas ça qui va faire décoller vraiment une audience. J'enchaîne aussi avec si jamais vous faites des interviews. On est là aussi. Alors ça prend un petit peu de temps, mais ça marche super bien. Et notamment si vous avez des podcasts, enfin, si vous faites des podcasts d'interview, ça marche pas effectivement pour tout le monde, mais c'est que chaque invité a une communauté. Et c'est une communauté qui est cachée en fait. Et chaque épisode, enfin chaque personne est potentiellement passée par un lycée, une école, une fac. Elle a un métier avec une entreprise. Peut-être qu'elle a, je sais pas, des partenaires, des clients, des sponsors. Mais en fait, tout le monde est, tout le monde a sa propre communauté. Et il faut pas, enfin moi j'hésite pas en tant que podcasteur à aller piocher dans la communauté de la personne. Je m'explique. Imaginons, je vais interviewer par exemple un athlète qui fait de l'escrime. Cet athlète-là, il a une fédération. Il y a aussi une ligue nationale d'escrime. Il a aussi cet athlète-là, il a aussi des sponsors. Il est aussi partenaire de certaines entreprises. Et ben moi, en fait, j'ai un petit message qui est un peu préparé, qui est très court, qui c'est bonjour, voilà, je me vous permets de vous contacter parce que j'ai réalisé une interview de telle personne. On a parlé de tel point, tel point, tel point. Je pense que ça vous plaira et que ça plaira à votre audience. N'hésitez pas à le partager si jamais vous pensez que ça peut apporter de la valeur à votre communauté. C'est c'est aussi simple que ça. Je le fais. Et en fait, pour chaque invité que je vais avoir, je vais essayer d'aller chercher dans ses communautés, enfin, dans son réseau et dans son entourage. En fait, je vais essayer de chercher voilà, des potentiels relais de croissance via cette personne. Mais ça peut se faire avec tout le monde. Imaginons, vous interviewez, je sais pas, la directrice, je sais pas, la directrice RH d'un grand groupe. Bah moi, j'hésiterais pas à contacter le, la direction de la communication de ce grand groupe et de lui dire, voilà, j'ai interviewé cette personne-là. Je pense qu'en interne, ça peut être super intéressant. Je pense que ça peut plaire à beaucoup d'autres communautés RH. Et je pense que ça peut même plaire à vos clients. Est-ce que vous pensez qu'il y a un canal sur lequel il est possible de le partager? Et ben écoutez, ça marche super bien. Moi, j'ai eu des partages de très gros sponsors, j'ai eu des partages de très grosses marques qui étaient contentes justement de relayer ces interviews d'ambassadeurs. Et donc, faut pas hésiter. Ça, c'est un petit peu chronophage, mais ça permet vraiment, en fait, d'aller chercher parfois des pages Facebook de plus de 100 000 followers qui vous repartagent, tout simplement avec un petit message. Il suffit juste que voilà, la personne clique sur votre lien, qu'elle écoute, qu'elle aime bien, et qu'elle se dise ah bah ouais, ça a vraiment de la valeur ajoutée et qu'elle trouve ça pertinent pour vous, quoi. Enfin, en tout cas pour sa communauté. Il y a une petite question, est-ce que je renvoie vers mon podcast ou la page Facebook? Moi, très régulièrement, enfin, la plupart du temps, l'objectif, c'est que les gens, ils écoutent. Donc, je partage le lien du podcast et même, je t'avoue que je partage
assez souvent le lien YouTube, parce que YouTube, c'est une plateforme que tout le monde connaît, avec laquelle les gens sont familiers. Et du coup, les gens n'ont pas peur de cliquer sur un lien YouTube parce qu'on sait que c'est sécurisé, on sait que ça peut pas être un scam. Euh, et que c'est intuitif. Ça démarre automatiquement. D'ailleurs, alors qu'aucun hébergeur n'a mis, enfin, pas que je sache en tout cas, pas d'hébergeur de podcast n'ont lancé un play automatique quand la page web est ouverte. Alors que YouTube l'a fait. Si vous partagez une vidéo à quelqu'un, la vidéo se lance automatiquement une fois que la page est chargée. Donc moi, je partage souvent le lien YouTube, notamment quand je sais pas si la personne elle connaît ce que c'est qu'un podcast, pour aider un peu la découvrabilité. Euh, voilà, et je mets pas souvent vers mes liens, vers mes réseaux sociaux. Euh, je vois pas spécialement l'intérêt. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher directement des abonnés, d'aller chercher directement des auditeurs. Donc, je partage très souvent soit une plateforme d'écoute, soit YouTube pour aller droit à l'essentiel et pas rajouter une couche supplémentaire. Euh, Petit autre mot peut-être sur le partage. Si vous faites des interviews, c'est hyper important d'essayer de maximiser le taux de partage de vos invités. Moi, j'ai 3 petits tips par rapport à ça. C'est que le premier, c'est que je fais de l'inception avant même le début de l'interview. La première fois, avant même même dès le premier contact au téléphone que je vais avoir avec l'invité, je vais leur faire de l'inception. Je vais leur dire, voilà, moi, j'ai envie que cette interview, elle soit tellement qualitative et j'ai tellement envie que tu passes un bon moment, que tu en sois fier et que tu la partages. Tu vois, et je leur dis ce type de phrase-là. Je leur dis, voilà, bah, moi, mon objectif, c'est que tu sois content du travail qu'on a réalisé, que tu aies envie de le partager à ta communauté. Parce que je suis sûr que ta communauté, elle va plaire. Et donc, ça, c'est le premier petit tip, c'est vraiment, j'en parle dès le début. Et j'essaie vraiment de leur faire comprendre que c'est un de mes objectifs, c'est que eux aussi, ils partagent. Et que j'ai besoin d'eux, en fait, tout simplement pour qu'ils le relaient aussi. Euh, à la fin de l'interview, je leur demande, par exemple, tout de suite, est-ce que ça t'a plu comme format? Est-ce que l'interview t'a plu? Est-ce que les questions t'as bien aimé? Et je leur dis clairement, est-ce que tu vas le repartager? Et souvent, on a peur de demander ça en direct, mais quand on est en direct, dans les yeux, bah, la personne déjà, elle peut difficilement dire non. Puis une fois qu'elle a dit oui, elle est engagée. Donc moralement, si elle le fait pas, elle va s'en vouloir. Et l'effet du remords est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Euh, et aussi parce qu'il faut, en fait, faut pas hésiter clairement à exprimer notre but et à chercher à ce que la personne relaie, quoi. Et si nous, notre but, c'est que la personne relaie et qu'elle le partage aussi, et ben n'hésitons pas à faut être transparent, je pense qu'il faut clairement le dire. Et enfin, le troisième petit tips, c'est que moi j'ai un kit de partage qui est vraiment nickel chrome, dans lequel je pré-rédige carrément le post pour la personne. Je lui explique sur quel canal je veux qu'elle partage. Donc je lui dis exactement quel lien, comment elle le partage, ce qu'elle doit mettre dans son post. Euh, je lui mets un petit dossier Google Photos ou Dropbox, peu importe, avec des screenshots d'anciens invités qui ont partagé et qui ont eu des bons résultats sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de taux d'engagement, par exemple, pour lui dire, bah voilà, tu peux regarder et tu peux t'en inspirer aussi si tu le souhaites. Et même ce que je fais en amont, pour les engager encore plus, c'est que je valide la photo et le titre de l'épisode avec eux, pour dire, bah voilà, si je mets cette photo et ce titre-là, est-ce que tu vas repartager? Et, euh, et une fois que la personne elle est dans le mood et que elle est engagée, qu'elle vous a répondu, qu'elle a dit oui, je vais partager, bah moi j'hésite pas à relancer, j'hésite pas à leur dire, et ça marche plutôt bien. Et là aujourd'hui, je suis à une centaine d'interviews et je pense que j'en ai au moins 85. Ouais, au moins 85 qui les ont repartagés, donc ça peut être vraiment pas mal. Euh, J'enchaîne, sauf s'il y a des questions, peut-être sur le sujet, les kits de partage notamment, et comment pousser un petit peu le bouche à oreille. Euh, Si j'en vois pas d'autres, là d'ici 30 secondes, je vois encore un petit coup, et bien après j'enchaîne. Tac. Ouais, il y a une petite question. Est-ce que même si c'est 100% audio sur YouTube, ouais, ouais, moi je mets une image avec un audiogramme et ça marche bien. Je préviens avant. Le seul petit désavantage de YouTube, c'est que
les chiffres sont visibles. Donc moi, j'en fais pas beaucoup la promo de mon YouTube et j'ai pas des chiffres de fou de YouTubeurs. Et du coup, on peut se dire, bon, il n'y a pas grand monde sur l'application. Donc des fois, c'est plus intéressant. Quand c'est un peu stratégique, ça peut être plus intéressant de partager un lien Spotify, par exemple. Ça fait aussi un peu plus quali. Et ben, j'enchaîne. Euh, Comment est-ce qu'on incite le partage de sa propre audience? Comment est-ce qu'on fait pour que ses propres auditeurs partagent ces épisodes? Euh, c'est une question que je me suis posée pas mal. Je sais pas si vous avez un gros taux de partage de vos épisodes, mais moi, c'est quasi quotidien. Quasiment tous les jours, j'ai un auditeur qui partage mes épisodes. Et ça, j'ai eu, je sais pas si c'est un hack, je sais pas si c'est un conseil ou quoi que ce soit, peut-être un biais, c'est peut-être un biais cognitif humain, mais c'est tout simple. C'est que il faut toujours offrir une récompense aux gens en l'échange d'une petite action. C'est tout bête. On peut demander aux gens de partager autant qu'on veut. Si on leur fait pas, si on leur promet pas une petite récompense, ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, eh ben moi je promets quelque chose en échange de je promets quelque chose en échange de leur partage. J'ai tout misé sur un réseau social, j'ai tout misé sur Instagram, j'ai tout misé sur les stories, parce que c'est pas très engageant. Et j'ai notamment, sur Spotify, il y a une fonctionnalité qui permet de facilement partager en story, et du coup de faire des stories assez quali avec un lien qui va directement vers Spotify pour écouter l'épisode. Donc moi j'ai tout misé sur un canal et un réseau social, et donc je le dis clairement dans mon intro, et je leur dis, bah voilà, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez partager, soit en faisant un screenshot du moment de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, soit en utilisant la fonction de partage en story. Et moi, du coup, la promesse que je leur fais, c'est que s'ils me taguent dans leur story, eh ben, je vais les repartager. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Mais du coup, il y a plein de gens qui sont un peu curieux et qui se disent, ah bah tiens, est-ce que si je le fais, Bart, il va vraiment me repartager? Bah, la réalité, c'est quoi? Bah, du coup, je repartage sur Instagram tous les gens qui partagent mon podcast. Et alors, du coup, bah, bon, j'ai le petit inconvénient, c'est que effectivement, bah, suivre extraterrien sur Instagram, c'est pas toujours enfin, il y a les relais des auditeurs, donc c'est pas toujours du contenu hyper exclusif, hyper nouveau comme j'aime bien le faire. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, mes auditeurs sont mes ambassadeurs et le partagent à leur audience. Et j'ai même certains auditeurs qui partagent presque tous mes épisodes, en fait, comme ça. Et, et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez dire, bah voilà, prenez une photo de ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train d'écouter le podcast, et taguez-moi, par exemple. Vous pouvez même essayer de faire des jeux concours autour du partage en story, par exemple. Il y a plein de choses à faire. Mais ça, si vous voulez que les auditeurs partagent et en parlent de votre podcast autour de vous, il faut vraiment que vous leur trouviez une récompense. Ça peut être plein de choses. Je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il y a plein de choses à essayer. Mais en tout cas, vous pouvez trouver quelque chose qui est adapté à à votre format, à votre contenu et qui vous correspond, qui vous correspond. Moi, typiquement, c'était quand j'ai demandé aux auditeurs de prendre une photo quand ils étaient en train de faire leur séance de sport et qu'ils étaient en train d'écouter le podcast en même temps, parce que je sais que mes auditeurs écoutent énormément pendant qu'ils font leur sport. Donc, du coup, voilà. Et comment je le sais? C'est que j'ai très fortement engagé avec ma communauté. Ça aussi, c'est quelque chose, on va dire que les podcasteurs trouvent que ça prend énormément de temps, mais moi, je parle à tous mes nouveaux followers sur Instagram. Tout simplement parce que j'ai fait une chose qui est tout bête, c'est que dès que j'ai un nouveau follower, alors il faut qu'il soit en public. Donc quand je dis tous, c'est pas vrai, tous. Mais c'est que tous les nouveaux followers, en fait, je leur envoie un petit message qui est préenregistré. Il y a une super fonctionnalité notamment si vous avez un iPhone, mais je pense qu'il y a exactement la même chose sur Android, qui s'appelle les raccourcis clavier et qui vous permet en fait de préenregistrer des messages. Et par exemple, si vous tapez, je sais pas, moi mon code c'est XMP par exemple. Si je tape XMP à côté, donc c'est une chaîne de caractères qui n'arrivera peut-être jamais dans un mot normal en français, ou même en anglais d'ailleurs, et ben il va tout de suite transformer XMP en un long message. Un long message que j'aurais pré-rédigé et qui sera toujours le même.
Et du coup, en fait, bah, cette fonctionnalité-là, elle va me permettre, en fait, dès que j'ai un nouveau follower, en fait, de très très rapidement aller sur lui et tout de suite lui envoyer un super beau message. Et ça va beaucoup plus vite que du copier-coller, en fait. Parce que copier-coller, en plus, c'est pas très pratique. Faut copier le message quelque part, le reprendre et tout. Là, j'ai juste, hop, j'ai un nouveau follower, je clique sur lui, contacter XMP. Et il reçoit un message. Et moi, du coup, c'est un message qui est un message d'accueil pour lui dire, bah voilà, bienvenue dans la communauté, je suis content. Et je lui pose des questions, en fait. Je m'intéresse vraiment à mes auditeurs, savoir comment est-ce qu'ils m'ont découvert, savoir quels sont les épisodes qu'ils ont préférés. Et du coup, ça a un double effet, c'est que déjà, je sais comment est-ce qu'ils m'ont découvert. Donc déjà, je sais ce qui marche. Donc je sais que le SEO, ça marche. Je sais que les crossovers avec d'autres podcasters, ça marche très bien. Euh, euh, je sais que les partages de la part des invités, ça marche très bien, parce que eux ils me le disent en fait. Ils me le disent concrètement comment est-ce qu'ils m'ont découvert et ils me disent aussi, voilà, quels sont les épisodes qu'ils ont préférés et du coup, bah, moi, je peux tout de suite voir, bah, quels sont les épisodes sur lesquels j'ai un feedback direct des gens qui disent: «Ah, cet épisode-là était vraiment bien». Parce que c'est pas toujours corrélé au nombre d'écoutes. Le nombre d'écoutes, ça peut être la notoriété de la personne, ça peut être un sujet qui est intéressant, ça peut être, voilà, mais c'est pas forcément, heu vraiment l'épisode dans lequel le contenu est vraiment bien, peut-être parce que soit le titre est un peu loupé, soit parce que l'invité est peu connu, il peut y avoir plein de raisons, mais du coup, bah, moi j'adore poser la question et généralement, en fonction de ce qu'ils ont aimé, bah, du coup, moi je vais pouvoir leur répondre avec un épisode que je leur recommande personnellement, voilà, qui va être l'épisode numéro X, parce que en fonction de leur goût et en fonction de ce qu'ils ont aimé. Euh, Touk touk touk. J'avance. Il y a des petites questions marrantes dans le chat, ça m'a fait sourire. Et ça, en plus, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser avec des outils. À chaque fois que vous avez un nouveau follower, envoyez un message. Vous pouvez très bien le faire sur Twitter, vous pouvez le faire sur Facebook, vous pouvez le faire sur Instagram, vous pouvez le faire sur plein d'autres réseaux. Donc ça marche super bien. Mais voilà, vraiment, pensez à engager avec votre communauté, c'est hyper, hyper important. C'est ça qui fait en fait que vraiment c'est des auditeurs hyper fidèles. Euh, Hop, les deux derniers points et après j'aurai bientôt terminé. Euh, Peut-être astuce un petit peu de pirate, là ça restera entre nous. Euh, euh, une astuce qui a assez bien marché pour moi, je dois l'avouer, c'est d'aller chercher des auditeurs dans les communautés d'autres podcasteurs. Et un des réseaux sociaux pardon, sur lesquels ça marche bien, ça a été LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn, notamment, vous pouvez scraper avec plusieurs outils, et notamment un outil qui s'appelle Phantom Buster, qui coûte vraiment pas cher, c'est allez, peut-être quelques dizaines d'euros par mois. Euh, et en plus, vous n'êtes pas obligé de le faire sur plusieurs mois, vous pouvez le faire tout d'un coup. Mais en fait, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que vous pouvez aller récupérer, par exemple, et créer une liste de toutes les personnes qui ont liké ou commenté un post sur LinkedIn. Donc, une des stratégies que j'ai mis en place, c'est que j'ai regardé des podcasts qui étaient dans des écosystèmes un petit peu différents un peu similaires au mien, par exemple. Je suis allé sur le profil des podcasteurs, je suis allé regarder tous leurs posts, et derrière, je suis allé en fait scraper tous les gens qui allaient commenter directement les posts en lien avec le podcast. Et derrière, une fois que j'avais cette liste-là, Phantom Buster, typiquement, permet d'envoyer aussi un message à toutes ces listes que vous avez générées. Et du coup, bah, moi, j'ai envoyé des messages aux gens en leur disant, bah voilà, j'ai vu que tu écoutais des podcasts. Même, je citais le nom du podcast, hein, voilà. Et du coup, tu dois être intéressé par tel sujet, tel sujet. Moi, je les aborde aussi. Je pense que ça peut te plaira. Voici un peu la baseline du podcast. Comme tu as l'air d'être un auditeur assidu, est-ce que tu pourrais me faire un feedback sur mon épisode, par exemple? Et ça a super bien marché. Ça a été un super relais de croissance. Euh, donc voilà, je sais pas si, enfin, donc moi je recommande d'essayer un petit peu ce genre de technique, notamment parce que vous pouvez essayer avec des gros studios de podcasts qui ont des super grosses communautés, des régies, des podcasteurs influenceurs par exemple sur lesquels vous avez un peu une thématique un peu similaire. Et ben vous pouvez tout simplement aller chercher, piocher directement parmi leurs followers, parmi leurs auditeurs, et tout simplement aller vraiment vous nourrir de cette communauté-là. Vous auriez très bien pu le faire aussi avec Instagram, par exemple,
en faisant du mass follow. Vous prenez un gros podcast, un gros podcasteur qui a une communauté assez riche, et vous faites du mass follow par exemple sur sa communauté. C'est un peu le même concept. Alors aujourd'hui, le mass follow euh, marche beaucoup moins bien qu'avant. L'outil dont j'ai entendu parler s'appelle Jarvis. Mais moi, personnellement, j'en ai fait un tout petit peu au début. Ça marchait pas mal. Je vous le cache pas. Ça m'a permis d'aller chercher mes premiers auditeurs. Mais aujourd'hui, je le fais plus parce que j'ai envie d'avoir un compte Instagram qui soit le plus quali possible, euh, et sur lequel voilà, je suis sûr de pas me faire ban. Mais si vous avez des risques à tenter, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça peut très bien marcher. Hop. Et j'enchaîne direct avec le dernier hack, peut-être enfin, dernier hack, même pas. On va dire dernier petit conseil de productivité qui peut vachement bien marcher. Moi, sur mon site, j'ai branché un outil de newsletter. Mais la newsletter, je me suis vite rendu compte que c'était long à écrire et que c'était fatigant. Euh, Par contre, je me suis dit que l'email, c'était un super canal parce que tout simplement, en fait, bah, vraiment, j'ai le contrôle dessus. Je dépends pas d'un algorithme. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté directement mon flux RSS à mon outil d'emailing avec un outil que vous connaissez sûrement, qui est un outil qui permet de connecter différents outils qui s'appelle Zapier, Zapier. Et en fait, tout simplement, à chaque fois que j'ai un nouvel épisode qui va se publier, j'ai un email automatique qui va partir, et le contenu de cet email, en fait, je l'aurai programmé, et il va contenir notamment la description de l'épisode et le lien de l'épisode. Du coup, en fait, je vais surtout me concentrer sur la description de l'épisode, que je vais essayer de bien pré-remplir, ou je vais même partager, par exemple, un bon plan de la semaine, ou une autre ressource que je recommande à mon audience. Et du coup, elle va être automatiquement envoyée dans, dans mes emails. Et du coup, bah, j'ai en fait pas besoin de perdre du temps. Enfin, je perds absolument aucun temps avec les emails. Ça part en automatique. Euh, et c'est un très bon canal en fait pour toucher l'audience et pour parler avec eux. Et du coup, j'essaye vraiment, moi, dans les descriptions d'épisodes, bah, je les écris en fait comme si c'était des emails, et de plus en plus comme si je parlais avec eux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment et qui marche plutôt bien. Du coup, je le recommande fortement. Notamment si vous avez une petite newsletter et que si vous trouvez que l'email, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc je sais pas si vous avez des questions. Euh, Si vous avez des questions dans le chat, je retourne un petit peu sur Twitch, lire un petit peu vos questions. Euh, et j'espère en tout cas, dites-moi dans le chat si ça vous a été utile, s'il y a des conseils que vous allez reprendre directement, ou que vous allez essayer de reproduire là, demain, tout de suite, sur votre podcast pour essayer de mettre quelque chose en place. Euh, voilà, dites-moi dans le chat, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je lis les petites questions. Je vois comment est-ce que tu récupères les emails des auditeuristes. Euh, eh ben, je l'ai mis moi directement sur le site. Je fais la promotion en début d'épisode. Et ça m'arrive des fois de faire de la petite promotion, par exemple, sur Instagram. Par exemple, sur Instagram, je vais faire une story ou un post et je vais dire, bah voilà, là, dans la prochaine newsletter qui part demain soir, euh, je vais partager ça, ça et ça. Et du coup, je crée un peu de mystère. Du coup, ça crée des nouveaux abonnés. Et le lien, il est directement accessible depuis un Linktree, notamment qui est accessible depuis Instagram. Voilà. Je reste encore 10 petites minutes, parce qu'après, à 19h30, j'ai rendez-vous avec mon coach. Euh, du coup, je lis vos questions et je vois Julie qui dit ah, premier que je vais essayer déjà, c'était les groupes Facebook. Ouais, franchement, les groupes Facebook, ça marche super bien. Je le recommande doublement parce que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Si un jour, une fois que vous voyez qu'il y a un post qui n'a pas forcément beaucoup de clics, bah, essayez de le reproduire, d'être différent dans l'écriture, le teasing y est pour beaucoup, l'image que vous partagez y est pour beaucoup. Donc faites des tests, mais je vous garantis que ça marche. Moi, ça n'a pas marché du premier coup, mais ça marche super bien. N'hésitez pas, en tout cas, ne soyez pas timide, je vous réponds.
Sinon, je vais vous laisser Je sur suis ces toujours belles là, hein. paroles. J'espère que ça aura été. Ouais, Julien. Hop, alors, je lis en même temps que toi. Alors déjà, c'était très intéressant, merci Bart. Bon, bah, Je... cool. c'est- Merci. C'était moi l'Oiseman, donc c'est moi qui réagissais aussi à chaud sur certaines choses. Ah, très Euh, cool. non, non, comme je te disais, les groupes Facebook, je la flemme parce que, comme tu l'as bien noté, enfin, les gens n'y vont plus, quoi. Enfin, c'est rare les gens de notre âge qui vont encore sur Facebook. Mais il faut se faire violence puisque, Mm. comme tu dis, ça fonctionne. Et effectivement, j'avais aussi testé de partager des épisodes sur des groupes de podcasteries et c'est pas la meilleure cible. Puisque, comme tu dis, les gens Ouais, partagent beaucoup mais écoutent peu parce que t'es pas là pour découvrir beaucoup de choses. Ça arrive, hein, mais ouais. Bah écoute, ouais, je te recommande de retester les groupes Facebook et te refaire peut-être un avis. Peut-être ouais, les groupes Facebook de niche. Parce que généralement, en fait, Facebook d'ailleurs a essayé d'engager encore plus les groupes dans leur stratégie. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement. Et du coup, en fait, les posts dans les groupes Facebook peuvent avoir tendance à mieux remonter dans les feeds. Et notamment, il y a certaines personnes qui s'abonnent aussi à des groupes et du coup qui reçoivent toutes les notifications. Donc tu peux avoir un double effet qui se coule sur quand tu trouves quand tu trouves les bons groupes Facebook sur lesquels poster, quoi. Et ça me fait penser, est-ce que tu as eu le temps d'explorer? Parce que là, il y a Facebook qui a mis en place, tu peux ajouter un flux RSS sur ta page. Alors, je pense que c'est que pour ta page de podcast, mais je crois que tu peux maintenant ajouter ton flux RSS pour qu'automatiquement il aille poster tes nouveaux épisodes sur ta page. Eh ben écoute, je ne connaissais pas. Tu vois, j'ai C'est encore le beaucoup début de de choses à semaine, hein, apprendre. donc Je pense que c'est un éternel. Ah ouais, ok. ouais. Bah écoute, je vais tester direct. Je vais tester tout de suite. Et non, pareil, le truc de Zapier, moi je l'utilise pour autre chose, Zapier, mais c'est vrai que ça pourrait faire facilement du contenu envoyé par email si tu as une base email, donc c'est-à-dire si tu as un site. Et c'est vrai que t'en as parlé toi, Ouais. pas tant que ça, parce que tu l'as déjà, mais peut-être que de faire un site pour son podcast, c'est aussi un bon moyen d'augmenter, je suppose, son SEO. Ouais, bah, bah, si tu veux avoir du SEO, il faut que ce soit ton propre site. Ouais, c'est vrai que tu as raison, je suis pas parti de ce constat-là, j'ai même pas précisé. Mais, euh, mais oui, il faut avoir effectivement son propre site. Après, moi, je suis allé directement. Enfin, pour aller contacter d'autres blogueurs, ça, c'est pas. T'as pas besoin d'avoir un Ouais. site pour ça. Après, si tu veux faire du SEO sur ton propre site, ça, effectivement, c'est obligatoire. Mais après, il existe des outils, tu vois, qui te permettent de récupérer des emails sans vraiment avoir de site. Tu peux. Oui, de Mais faire en des tout cas, il faut pages créer une landing page, d'atterrissage, ça, hein, c'est sûr. exactement. Mais tu vois, t'as Substack ou. Ouais, Ouais, moi j'utilisais exact. Ouais, désolé pour tous MailerLite. les franglais que j'ai dû faire. Non, non, c'était très compréhensible, t'inquiète. Cool, bah du coup, là, le chat se réveille. Euh, alors, Thomas Crayon Yes, parlait de allons-y. Linktree. Et c'est vrai que Linktree, ça sert énormément, notamment quand on n'a pas de possibilité de faire des liens sur Instagram, de renvoyer sur son profil Insta Ouais. vers le Linktree, puis après ça trouve tout le reste. Il y a Loli qui a dit: Je passe énormément sur les groupes Facebook où j'aide, mais je fais pas ma pub, je suis un gros boulet. Voilà, maintenant tu vas pouvoir le faire. Il y a Julie qui te remercie de tous tes partages. Karine qui dit bonjour. Thomas Crayon qui dit qu'est-ce qu'on fait à propos de Discord pour créer une communauté et répandre la bonne parole? Est-ce que tu as un T'as avis un sur... avis Enfin, sur la question? bah, moi j'ai un avis sur créer une communauté, mais c'est... Je pense pas que ce soit le levier le plus efficace pour faire grossir son audience. Par contre, c'est un très bon levier pour créer des très très bons VRP. Enfin, si tu crées une commu et que les gens Ouais, ça c'est te clair. suivent et que tu arrives à les impliquer, il y avait Ocha
qui a fait un marketing summit podcast la semaine dernière. Et il y avait Simon et Simone de Discorama qui ont du coup pas mal parlé de créer une communauté. Et c'est ultra important d'avoir une communauté de gens sur lesquels tu peux t'appuyer pour si tu veux faire des tests, si tu as besoin d'un retour quali et que tu peux pas demander à tes proches parce qu'ils écoutent pas de podcast. Ça, c'est vraiment une mine d'or. Par contre, moi, je l'utiliserai pas pour leur demander est-ce que vous pouvez partager ce truc-là, enfin cet épisode à votre réseau, quoi. Je sais pas, je trouvais que le message il serait un peu décalé par rapport à le demander à son invité, ce qui je trouve a beaucoup plus de sens. Ouais, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis en fait, on confond souvent audience et communauté. En fait, on a souvent, enfin, on galvaude un peu ces deux mots-là. Et il n'y a pas toujours une communauté autour d'un podcast. C'est pas parce que des gens écoutent un podcast qu'ils ont des points communs ou qu'ils ont envie d'interagir entre eux, tu vois. Pour certains podcasts, je pense que ça fait carrément sens. Tu vois, il y a même des youtubeurs qui créent des groupes Facebook avec leur communauté pour les faire interagir et tout, parce que ils créent des espèces de challenges ou ce genre de choses. Mais tu vois, dans certains cas, je trouve s'il n'y a pas un vrai point commun ou un vrai besoin d'interagir avec les autres auditeurs, moi je suis pas hyper fan. Je pense que ça peut vite devenir chronophage, quoi. Ah oui, bah, comme tout, hein, ça prend du temps. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein, si tu n'investis pas de ton temps, ça tombe pas du ciel. Hein. Alors, C'est clair, c'est clair. Alice dit, avec les podcasts qui arrivent sur Facebook, les groupes vont peut-être reprendre un peu du poil de la bête. Bah ouais. Choisir un bon nom de domaine quand on crée son site, c'est effectivement un bon conseil, Loli. On y croit. Et puis Karen, bah ouais, voilà, elle a suivi la même conf, donc elle redit la même chose. Au moins, on est raccord. Cool. Il est 28, alors on va pas te garder plus longtemps. Merci beaucoup, Bart. Du coup, ton podcast, un de tes podcasts, c'est Extraterrien. Les deux autres, c'est quoi, s'ils existent toujours? Alors, il y avait un podcast, c'était pour un site de rencontre que j'ai créé qui s'appelait Abricot. Le podcast s'appelle Abricot. Et là, je suis en train de lancer un podcast pour l'entreprise dans laquelle je travaille qui s'appelle School Lab. Et on va faire raconter à des entrepreneurs les 100 premiers jours de leur entreprise. Et puis voilà, on va essayer de se différencier un peu de ce qui existe déjà beaucoup sur le marché. Ok. Cool. Bah, bon courage pour ce projet. Les podcasts d'entretien, c'est pas ce qui manque. Mais toi, tu as de l'expérience, donc je ne crains pas je crains pas que tu vas la défaite. Tu devrais bien t'en sortir. Et puis, bah, merci au chat. Ils sont contents, hein. Ils te remercient pour les conseils. Et puis, on va aller raider quelqu'un. On vous dit au revoir. Merci à vous. Je vais changer d'écran. Restez, on va les raider. Je crois qu'il y a Antoine de 2 heures de perdu qui streamait tout à l'heure. On va voir si on peut aller la raider. Et puis, bah, on vous souhaite de bonnes vacances. Ciao tout le monde. Merci encore, Bart. Salut, à bientôt. Merci pour vos écoutes et merci pour votre attention. À bientôt. On se connecte sur le Discord ou autre part.